Nous sommes toujours dans la séquence 8 consacrée à la construction européenne et au sentiment d'appartenance européen. Et après, au cours de la séance précédente, avoir dressé le cadre spatial, géographique de cette construction européenne, il est temps maintenant d'en découvrir les temps forts et donc d'explorer la dimension chronologique de la construction européenne. Autrement dit, quels sont les événements les plus marquants, mais aussi les personnages clés de la construction européenne. Donc la construction européenne, on peut considérer qu'elle commence avec l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, se poursuit jusqu'à nos jours, tant bien que mal, donc sur une période qui dépasse le demi-siècle, la seconde moitié du XXe siècle et le début de notre siècle actuel. Et comme vous pouvez le voir, on peut distinguer trois temps forts d'inégale durée. D'abord la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui laissera la place en 1957 à la Communauté économique européenne, la CEE, qui laissera sa place avec le traité de Maastricht de 1992 à l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Et le dégradé des couleurs s'explique par le fait que l'on va vers une logique de toujours plus d'Europe, d'une Europe plus vaste, plus peuplée, plus riche, mais aussi plus complète, plus politique, plus économique, plus commerciale, plus militaire aussi. Voilà la signification du dégradé de couleurs. Alors, le premier repère chronologique est le 9 mai 1950, jour de la déclaration Schuman du ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, qui, au cours de ce célèbre discours que l'on étudiera, va fonder les bases de ce que l'on appellera dès l'année suivante, à partir de 1951 et du traité de Paris, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et qui va voir 6 États membres, dont la France et l'Allemagne, coopérer économiquement ensemble, sur la base donc du charbon et de l'acier, et ce sont les premiers pas de la construction européenne, les premiers pas concrets. Là, on n'est plus dans le discours, on est déjà dans la réalité. 9 mai 1950. La CECA s'étant révélée concluante, fonctionnant visiblement suffisamment bien, on passe à la vitesse supérieure donc en 1957 avec les traités de Rome, parce qu'en fait il y en a deux. Il y a le traité sur la coopération nucléaire civile, qu'on appelle l'Euratom, qui est le moins connu des deux, qui est le plus technique, et puis bien sûr le deuxième traité de Rome, celui qui met en place la Communauté économique européenne, la CEE, avec les mêmes 6 États membres, donc les 6 États fondateurs, les mêmes 6 États membres de la CECA, donc la France et l'Allemagne, les 3 pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, et bien entendu, tant que le traité est signé à Rome, l'Italie. Le troisième repère de la construction européenne, qui est d'ailleurs pas très bien placé sur ma frise chronologique, là je viens de me rendre compte, il faudrait le décaler un petit peu sur la droite, puisqu'il est de l'année 1963, et qui concerne le traité de l'Élysée. Alors c'est un peu, d'une certaine manière, le traité de paix entre la France et l'Allemagne qui solde la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu officiellement de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale, mais d'une certaine manière, s'il devait y en avoir un entre les deux anciens ennemis qui ont été la France et l'Allemagne, c'est celui-ci, puisqu'il scelle de manière spectaculaire la réconciliation franco-allemande,
la réconciliation de l'Allemagne d'Adenauer et la France du général de Gaulle, et que il s'agit aussi d'une coopération politique, commerciale et culturelle mise en place entre les deux pays qui décident de se forger un même avenir et de regarder dans la même direction, comme l'évoque ce timbre. Ensuite, bien sûr, un repère incontournable, c'est l'année 1992, avec le traité de Maastricht, approuvé d'un cheveu en France, mais qui va permettre de basculer de la CEE à l'Union européenne, et qui va permettre aussi de fonder en particulier la citoyenneté européenne et aussi la monnaie commune qu'est l'euro et qui apparaîtra quelques années plus tard. Puisque justement en 1999, l'euro est adopté, du moins pour les États qui en ont la capacité financière et qui le souhaitent, ce qui fait deux conditions différentes, et qui donc cette monnaie communautaire est mise en circulation officiellement le 1er janvier 2002, ce qui fait que l'Europe rentre concrètement dans tous les porte-monnaies, tous les portefeuilles. On ne peut plus dire que l'Europe c'est juste de vagues idées, un projet un peu nébuleux. L'Europe c'est aussi du concret. Et ça fait déjà quelques années que c'était le cas, mais là on s'en rend compte encore plus. Et enfin, pour finir, là c'est un peu la fausse note dans l'ensemble. C'est un peu plutôt une étape de déconstruction plutôt qu'une étape de construction, c'est-à-dire les années 2016-2020 qui voient les Britanniques se détacher progressivement de l'Union européenne à travers le Brexit. Bon, pour l'instant, les Britanniques sont le Royaume-Uni, est le premier pays, le seul, l'unique à avoir quitté l'Union européenne. L'histoire nous dira si ça reste un cas isolé ou pas. Alors, parmi nos acteurs majeurs de la construction européenne, ce qu'on appelle parfois aussi les pères fondateurs, on ne peut pas ne pas évoquer Robert Schuman, puisque c'est un peu lui qui a lancé sur les rails de manière très concrète la construction européenne à travers son discours du 9 mai 1950 qui donnera naissance l'année suivante à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, en souvenir de cet acte fondateur qu'est la déclaration du 9 mai 1950, le 9 mai est jour de fête de l'Europe dans les États membres. Alors, comme deuxième invité de notre séquence, comme deuxième personnage clé, j'aurais pu choisir le général de Gaulle, mais je n'aurais pas voulu mettre que des Français et laisser croire que la construction européenne n'était qu'une volonté française. D'autres Européens de premier plan ont participé à la construction européenne et c'est pour ça que je vous propose de faire un zoom sur Konrad Adenauer, le chancelier de la RFA, chancelier historique, le premier de la RFA, que nous avons déjà croisé lors de la séquence sur la guerre froide, puisqu'il a joué aussi un rôle de premier plan dans les années terribles où l'Allemagne était coupée en deux. Et donc il a œuvré au rapprochement franco-allemand avec De Gaulle, puisqu'il est l'un des acteurs du traité de l'Élysée de 1963, dont je viens de parler. Après, parmi tous les présidents de la Ve République qui se sont illustrés en ce qui concerne la construction européenne, et ils ont été nombreux, j'ai choisi François Mitterrand, président socialiste français, le premier, celui qui a été en poste de 1981
à 1994, parce que, évidemment, quand on est président pendant 14 ans de la République française, on doit pouvoir s'investir dans la construction européenne, et il y a un temps clé que j'évoquerai avec vous, c'est celui de la poignée de main de Verdun de 1984, qui scelle une dernière fois, si cela était nécessaire, la spectaculaire réconciliation entre la France et l'Allemagne sur le théâtre même d'un des affrontements les plus meurtriers entre les deux pays pendant la Première Guerre mondiale. Et pour finir, de même que je n'aurais pas voulu donner l'impression que la construction européenne n'était qu'une œuvre française, je ne voudrais pas davantage donner l'impression que la construction européenne n'a été qu'une œuvre d'homme, parce que oui, bien sûr, on parle de père fondateur de la construction européenne, on n'emploie pas l'expression mère fondatrice, mais pour autant, certaines femmes ont joué un rôle de tout premier plan dans la construction européenne, hein, et donc Simone Veil est une des mères fondatrices de la construction européenne, hein, cette ancienne déportée d'Auschwitz, qui en France a fait voter la loi sur l'interruption volontaire de la grossesse en 1974, cette femme courageuse a été aussi la première présidente du Parlement européen en 1979. Voici donc les 4 acteurs majeurs de la construction européenne que je vous invite à découvrir avec moi au cours des prochaines séances. C'est tout pour aujourd'hui.